Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien exclusif avec le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, M. Anatole Koliné Makosso. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses et principalement des élections qui ont eu lieu dans le pays ou qui continuent à avoir lieu dans le pays. Et nous verrons également quelques questions économiques et sociales. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Séverin Arsène. Et merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup de m'avoir convié à votre émission. Monsieur Anatole Koliné Makosso, pour cet entretien, je ne serai pas seul, je serai avec ma collègue de France 24, Madame Rosie Piotr. Rosie, bonjour. Bonjour Arsène Séverin. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Madame. Monsieur le Premier ministre, actualité oblige, le Congo organise actuellement les élections législatives et locales. Le premier tour, les résultats sont déjà connus et nous savions que votre parti est largement crédité des sièges à l'Assemblée nationale. Mais nous parlerons peut-être de vous puisque nous allons revenir en profondeur sur le processus électoral. Vous-même, vous avez été candidat dans la première circonscription de Luanjili, ici à Pointe-Noire, où vous avez été élu, on va dire, comme un roi, pratiquement 100% de suffrages exprimés. Dites-nous, monsieur Anatole Koliné Makosso, franchement, dans un Congo où la population mange matin, midi, soir la politique, vous êtes candidat unique, et lorsque vous réalisez un score stalinien de plus de 100%, est-ce qu'on doit sabrer le champagne ou bien on doit avoir le triomphe modeste ? Déjà, toute victoire commande un triomphe modeste. On n'a pas besoin d'être orgueilleux quand on a remporté une bataille, sachant que quand vous avez fini une bataille, il y a plusieurs autres batailles. 100%, mais c'est justement consécutif au fait que j'étais candidat unique. Quand on est candidat unique, le nombre de suffrages exprimés est attribué directement au candidat. Donc, par un calcul mathématique, on en arrive à l'établissement d'un pourcentage total de 100%. Il n'y a pas de magie pour cela. J'entends beaucoup de Congolais philosopher autour, mais c'est une simple équation mathématique. Monsieur le Premier ministre, Dans la question c'est plutôt concerne, que vous soyez candidat unique dans un pays où les jeunes veulent vous rejoindre là où vous êtes en politique. Candidat unique à Pointe-Noire. Il y a deux raisons principales. La première est liée à la stratégie politique de la majorité présidentielle, qui n'a pas voulu un affrontement fratricide. Et la stratégie qui a été mise en place par le Parti congolais du travail et ses alliés est de faire en sorte que lorsque une circonscription est déjà conquise par un parti, les autres alliés s'interdisent de présenter d'autres candidats. Voilà, et soutiennent plutôt le candidat qui est le mieux positionné, qui est déjà l'élu de la circonscription. Donc, cette stratégie a permis déjà de réduire le nombre de candidats. Maintenant, il fallait attendre des candidats des partis adverses ou des indépendants. Les partis adverses, quand ils tiennent compte certainement de la candidature présentée par le Parti congolais du travail et ses alliés, de l'action de ce candidat dans la circonscription, bon, ils préfèrent ne pas s'y hasarder. Ils se disent qu'il vaut mieux recentrer les efforts dans d'autres circonscriptions plutôt que d'aller encore là où le terrain semble être pratiquement miné. Il n'y a pas d'intimidation. Pas d'intimidation dans ce Non, mais ce n'est pas de sens-là. l'intimidation, c'est peut-être une politique réaliste. Parce que la politique consiste à présenter des candidats tous azimuts sur toute l'étendue du territoire national n'est pas une politique réaliste pour les partis politiques. Voilà. Donc, il y a peut-être là ces autres partis adverses. Maintenant, on dirait, et les indépendants alors? Mais on part du principe que les indépendants habitent la circonscription. Ces indépendants sont justement nos concitoyens dans la circonscription et qui sont convaincus du travail qui est fait par un des leurs. Ils n'ont plus besoin d'aller encore à partir de ce moment s'engager dans une aventure. Ils sont dans la circonscription, ils ont vu le député Anatole Koliné Makosso vivre avec ses électeurs dans la circonscription, le contact qu'il a toujours avec les mandants, soit lui-même directement ou sa suppléante. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons gardé le même ticket. Il voit le travail qui s'y fait. Quel est ce citoyen de la circonscription qui, au regard de ce qui a été fait dans la circonscription, voudra encore se présenter contre un des siens de la circonscription dont il apprécie déjà l'action vis-à-vis des mandants. Donc, il y a toutes ces raisons qui pourraient faire à ce qu'effectivement on se retrouve comme candidat unique.
Monsieur le Premier ministre, ma collègue va prendre la parole, mais je voulais un peu, de façon globale, votre lecture des résultats du premier tour. Déjà, en ce qui concerne ma circonscription, je suis satisfait. Non pas seulement parce que je suis candidat unique, ça veut dire que tous les autres partis ont reconnu l'efficacité et la pertinence de l'action que nous avons réalisée pendant les 5 dernières années, au point ils n'ont pas voulu se présenter, non seulement pour cela, mais aussi par le fait que, effectivement, l'expression de suffrage en notre faveur, elle est en permanente augmentation. Voilà, et je peux me permettre de le dire de cette manière, parce que, souvenez-vous, que lorsque je me suis engagé en politique, et j'ai voulu commencer à solliciter les suffrages populaires, c'était en 2012, en Vonvou, dans la première circonscription de l'arrondissement 2. J'avais bénéficié de 1800 suffrages exprimés. Voilà, donc je n'ai pu mobiliser que 1800 électeurs, ce qui était déjà pas mal, comparativement à ceux qui se faisaient élire dans cette circonscription avant, qui ne dépassaient jamais 1500 électeurs. Nous en avons eu 1800. Mais je n'avais pas réussi à me faire élire parce que celui qui s'était présenté face à moi en avait mobilisé un peu plus. 5 ans plus tard, lorsque je me présente en 2017, et cette fois-ci dans la première circonscription de l'arrondissement 4 Luandili, je suis passé à 7800. Donc j'ai eu 6000 électeurs de plus. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis à 18 000 électeurs. C'est beaucoup plus ça qui me rassure de ce que la politique du Parti congolais du travail, l'action des députés du Parti congolais du travail sur le terrain est bien appréciée par les compatriotes et ça nous encourage à vouloir en faire davantage. Maintenant, de façon générale, on peut aussi se satisfaire de la manière dont les élections se sont passées. Il y a eu moins d'affrontements fratricides, il faut le reconnaître, dans les communautés rurales. La stratégie mise en place par les partis, je pense qu'a porté du fruit et permet de conclure à une certaine maturité de la classe politique congolaise, parce qu'un peu partout, les gens se sont interdits d'avoir à soumettre le peuple à un arbitrage qui pourrait tourner vers des affrontements. Voilà. On a eu quelques cas difficiles, c'est vrai, mais de façon générale, on a eu moins de problèmes que par le passé. Et les résultats du Parti congolais du travail, qui a pu avoir dès le premier tour près de 102 sièges, justifie effectivement de l'adhésion du peuple à la politique du Parti congolais du travail, et je ne peux que m'en satisfaire. Monsieur le Premier ministre, processus électoral toujours. Vous avez évoqué tout à l'heure justement certains petits problèmes ou certains problèmes qui ont eu lieu durant la campagne électorale. J'aimerais parler du désaveu de votre parti, du Parti congolais du travail, d'un candidat dans une circonscription électorale donnée à l'intérieur du pays, à la suite des propos jugés tribalistes. Et ce désaveu intervient en pleine campagne électorale. Pour certains observateurs, certains analystes, ils affirment que ce désaveu a eu lieu en non-respect de la loi électorale. Je ne sais pas si ça s'est fait en violation de la loi électorale, mais ça a été une question relevant de la discipline du Parti congolais du travail, qui est un parti national, qui est un parti républicain, qui œuvre pour la concorde, l'unité nationale et qui s'interdit tout discours tendant à une incitation à la haine, à la division, à la haine ethnique. Et lorsque un des nôtres s'est rendu coupable de tels propos en pleine campagne électorale, le Parti congolais du travail a sanctionné, conformément à la ligne politique qu'il se définit, a sanctionné ce camarade. C'est donc une question de discipline interne et par voie de conséquence, on a tiré les leçons. Dès l'instant où le camarade n'avait plus l'appui et le soutien de son parti politique, par voie de conséquence, il ne pouvait plus se présenter à l'élection. Et voilà comment, effectivement, sa candidature a été retirée. Il a été donné la possibilité donc au parti de relancer les candidatures. Et par voie de conséquence, effectivement, nous avons présenté un autre candidat, comme certainement bien d'autres partis
aurait pu présenter de nouveaux candidats. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça ait été fait en violation de la loi électorale. Justement, Monsieur le Premier ministre, puisque vous parlez des autres partis, nous avons remarqué et constaté durant cette campagne électorale qu'il y a eu par exemple des candidats dont les noms ont disparu des listes, alors qu'en premier début, ces candidatures avaient été validées, ce qui a un tout petit peu entaché les processus. Bon, ça aussi, ça obéit à la discipline du Parti congolais du travail, aux questions d'éthique que le Parti congolais du travail voudrait promouvoir au sein de la classe politique. Là aussi, c'est une politique du Parti congolais du travail qui obéit à une logique d'éthique. Nous avons un comité national d'investiture au niveau de notre parti. Le comité national d'investiture a reçu les candidatures des militants, a statué et a fait même signer des déclarations sur l'honneur à tous les militants qui ont fait acte de candidature au comité national d'investiture. Et quand on a signé un engagement sur l'honneur, ça veut dire qu'on adhère aux décisions qui émaneront de l'instance d'investiture dans du comité national d'investiture. Par le passé, on a assisté à des scènes qui n'étaient pas propres politiquement, qui violent même l'éthique. Un candidat du Parti congolais du travail, investi, a pour adversaire un autre candidat du Parti congolais du travail, parfois même au sein des instances dirigeantes du parti, qui est membre du bureau politique, qui est membre du comité central, qui va s'opposer au candidat qui a été investi. Cette fois-ci, nous avons dit non. Et nous avons écrit à la DGAE pour dire tel militant, tel citoyen est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Il veut faire ce qu'on appelle une fraude à la loi. Il veut contourner son parti, alors que s'il doit se présenter à l'élection, étant encarté, dès l'instant où il est encarté, dès l'instant où il appartient à un parti, il ne peut être présenté que par son parti. Ne se présente en indépendant que quelqu'un qui n'est pas encarté, qui n'appartient à aucun parti politique. Mais celui-là qui est membre de notre parti, de surcroît aux instances nationales du parti, membre du bureau politique, membre du comité central du Parti congolais du travail, n'a pas le droit de faire acte de candidature en tant qu'indépendant face à un candidat que nous avons investi au niveau du parti. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? C'est qu'on encourageait de telles candidatures, il se fait élire en indépendant et le parti va encore le récupérer. On dit non. Cette indiscipline devrait s'arrêter. Et c'est pour cette raison que nous avons écrit à la Direction générale des affaires électorales qui tire les conséquences. Si nous disons que ce militant qui est nôtre ne peut pas faire acte de candidature, la Direction générale des affaires électorales a tiré les conséquences de notre requête et a invalidé leur candidature. Ça permet justement de conduire à une véritable moralisation de la vie politique et éviter tout ce que nous subissons souvent, des transhumances, des dissidences qui sont très préjudiciables pour la vie des partis politiques. Monsieur le Premier ministre, dans le même cas, il y a aussi des citoyens congolais qui ont fait acte de candidature, qui n'ont rien à voir avec le Parti congolais du travail. Il y a un député candidat à législative à Kimongo, par exemple. Il y a aussi beaucoup de jeunes à Brazzaville qui n'avaient rien à voir avec le Parti congolais du travail, dont les noms sont sortis et effectivement à la DGAE, ils ont été validés et le jour du scrutin, ils n'ont pas été, ils n'ont ni bulletin ni le nom sur la liste. Ça fait aussi partie de l'organisation. Je n'ai pas eu connaissance des cas de ce genre. Je ne parle que des cas que ils ont manifesté devant la DGAE. C'est l'administration qui détermine. L'administration peut avoir affiché une liste provisoire et après regarder dossier par dossier et se rendre compte que les dossiers de candidature ne sont pas complets ou ont des anomalies. Et puis l'administration se retire. Je pense que s'il y a des gens qui pensent avoir été retirés à tort, ils ont des voies de recours. Ils les auraient exercées. Ce ne serait pas par une manifestation devant la DGAE qu'ils devraient le faire. Les actes préparatoires sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Et je pense que ces candidats qui se seraient retrouvés dans de telles situations, si réellement ils avaient raison, ils auraient fait leur recours devant le juge administratif. On va revenir sur la question de recours du juge administratif pendant ce contentieux électoral. Mais d'abord, en faisant votre propre lecture, vous avez reconnu que le Parti congolais du travail, c'est quand même déjà 102 sièges sur les 124 qui ont été attribués pendant ce premier tour. Et vous dites que c'est
cela signifie qu'il y a vraiment une adhésion populaire à l'action du Parti congolais du travail. Mathématiquement, oui, mais est-ce que dans la réalité, vous ne pensez pas qu'aussi le Parti congolais du travail aujourd'hui, c'est pas vraiment l'adhésion. Il y a beaucoup de plaintes qui sont faites sur votre parti quand même, monsieur le Premier ministre. Comment peut-on l'établir autrement que par les résultats des suffrages, par les résultats des urnes? On vous accuse de fraude massive et de bourrage des urnes aussi. Des urnes, votre parti. Ce qui justifie même le fait, monsieur le Premier ministre, que certains partis d'opposition ont en amont refusé de prendre part au processus électoral. Avez-vous vu en Afrique en général et au Congo en particulier, depuis 1992, une élection qui n'ait pas fait l'objet de récriminations, de diabolisation, de suspicion? En 1992, toutes les élections ont été contestées par la classe politique. Nous sommes en 1992. Alors que nous attendions la démocratie, mais dès les toutes premières élections, les élections locales, qui ont eu lieu en mai 1992. Si j'ai bonne mémoire, le 3 mai 1992, ces élections ont fait l'objet de contestations par des gens qui estimaient toujours que non, il y a eu des fraudes, il y a eu ceci, y compris même par ceux qui les avaient organisées. Au sein même des forces de changement qui avaient organisé les élections, vous avez suivi des contestations. Les élections législatives qui sont intervenues en juin et juillet 1992 également ont fait l'objet de contestations. À chaque consultation électorale, vous avez toujours des voix qui s'élèvent, prétendant que les élections ont été organisées en faveur de telle sensibilité plutôt que de telle autre. Ce n'est pas seulement au Congo. Mais vous savez, ça s'explique. Autour de cela, il y a l'enjeu pour le pouvoir. Au-delà de la sélection, du choix des dirigeants, on les choisit pour exercer le pouvoir. Donc, ceux qui échouent, craignant d'être exclus pour toute la mandature de la gestion du pouvoir, mais ne pensez pas qu'ils vont facilement comme ça dire oui, ben c'est bien, on a perdu. Et même si les politiques pouvaient bien se donner cet effort de compréhension, mais ils ont une base. Qu'est-ce qu'ils doivent dire à leur base? Il faut bien qu'ils remobilisent leurs troupes. Il faut qu'ils les réconfortent. Mais en disant, nous n'avons pas démérité, continuez à croire en nous. Nous n'avons pas démérité, mais c'est simplement parce qu'en face, les gens nous ont volé notre victoire. Il faut continuer à faire rêver les forces qui vous soutiennent. C'est une stratégie politique, c'est une lutte politique, c'est psychologique. Voilà. Il faut rebooster le moral des troupes. Parce que si tout de suite vous vous avouez vaincu, bah, vous risquez de démobiliser vos troupes. Un général qui lève tout de suite le drapeau blanc, ah ben, mais il va voir quand il va se retourner, ben, tous les combattants ont déserté. Il faut qu'ils disent, ah non, 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 nous allons continuer à lutter. Nous allons récupérer notre victoire qui a été volée. De sorte que les militants qui sont derrière se disent, ah oui, c'est vrai, ah ben, nous continuons la lutte. Ben, c'est ça. Et ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement en Afrique. Mais est-ce qu'on doit s'en accommoder? On doit s'habituer? Il y a des réels problèmes quand même dans l'organisation des élections, les ratés et tout ça. Est-ce que ça ne va pas changer? C'est quand même votre gouvernement qui finance ces élections. Oui, mais il faut qu'on nous dise quel type de raté qu'on n'aurait pas retrouvé partout ailleurs. Les bureaux de vote qui ouvrent en retard. Les listes qui ne sont presque pas affichées, les cartes de vote qui n'arrivent pas aux électeurs, il y a tout ça. Ce sont ces services électoraux qu'il nous faut améliorer. Les listes sont affichées une semaine à l'avance minimum pour permettre aux gens effectivement de retrouver leur nom sur les listes. C'est des cas rares, monsieur le Premier ministre. Aussi, nos listes ont été disponibles depuis, je crois, j'ai encore envie de dire, plus d'une semaine à l'avance. Ce d'autant plus que nous avons eu le vote des militaires quelques jours plus tôt, sinon une semaine plus tôt. Ce qui veut dire que les listes étaient disponibles. On a réussi donc à distinguer les listes des militaires, des gens de la force publique, des autres listes. Donc, je pense que les listes ont été affichées à temps. Le problème que nous avons, c'est celui de la distribution des cartes électeurs. Effectivement, surtout dans les grandes villes, ce n'est pas facile. Ça, nous l'avouons. Lorsque les cartes sont établies à peine 2 semaines avant le scrutin, il est difficile, dans un arrondissement, de distribuer 104 000 cartes, par exemple. Voyez-vous.
Voilà, nous avons des parcelles telles que nous vivons là dans nos parcelles. On a parfois des problèmes d'adressage. Bon, on a plusieurs familles dans une parcelle. Parfois, même les gens d'une même parcelle se connaissent à peine. Vous savez, c'est la difficulté que peut avoir le chef de bloc, le chef de quartier, de savoir que telle personne est à tel niveau, il faut que j'aille lui remettre la carte. Voilà. Justement, donc, Monsieur le Premier ministre, parlons de cet exemple que vous venez d'évoquer, justement. Pourquoi alors attendre 2 semaines avant l'élection pour commencer la distribution de cartes, lorsqu'on sait que l'institution qui organise les élections, par exemple, a de l'expérience? Ce n'est pas une première fois qu'elle organise ces élections. Avec tous les besoins que nous avons au niveau de notre pays, avec toutes les priorités, je serais d'accord avec vous, on dirait, bon, sachant que nous avons une élection en 2026, par exemple, on devait commencer à produire ces cartes aujourd'hui, mais ça demande des sous. Ces sous-là, pour aujourd'hui, peuvent être affectés à une autre priorité. Et bon, nous avons toujours tendance à gérer les choses selon les priorités. Et quand on arrive à la période électorale, bon, ben, on n'a plus assez de temps. Mais c'est la saison des élections. Ce qui fait que la commission électorale n'a toujours pas son indépendance financière parce qu'il manque de l'argent entre 2 élections pour soit former les cadres ou bien préparer la logistique qu'il faut. Elle est indépendante, oui, vous le dites si bien. Mais comme dans tout ce que nous avons comme situation administrative, je peux vous parler des examens d'État. On n'attendrait pas forcément mars, avril ou mai pour avoir plus de ressources dans l'organisation des examens d'État. Nous sommes obligés de travailler selon les priorités. Aujourd'hui, nous avons une situation alimentaire. Vous n'allez pas nous dire de prendre la ressource qui devrait être affectée au financement d'une politique d'import-substitution pour qu'on l'affecte à la préparation des examens d'État de 2023, par exemple, ou pour qu'on l'affecte à l'organisation des élections sénatoriales qui interviendront en 2023 ou l'élection présidentielle de 2026. Donc, nous sommes obligés d'agir suivons les priorités, d'aller étape après étape et au fur et à mesure, on corrige les erreurs et les malfaçons. Parlons, j'aimerais aborder la question toujours sur le processus électoral, Monsieur le Premier ministre. Nous avons constaté, comme beaucoup d'autres Congolais d'ailleurs, une guerre de tranchées entre certains membres de votre gouvernement. Ça pousse à réflexion, ça pousse à se demander si vous, en tant que chef du gouvernement, maîtrisez vos troupes. Il n'y a pas eu de guerre de tranchées entre membres du gouvernement. Pendant ces élections. À Dolisie, la campagne a été assez tranchante, entre 2 membres du gouvernement quand même de façon voilée, mais on a vu ces retours d'un membre de votre gouvernement qui a chanté un morceau de Franco, course au pouvoir, pour ne pas citer de nom. C'est la campagne. Il répondait à un autre membre du gouvernement. Il répondait à un parti politique. Nous sommes à Dolisie. Mais non, le gouvernement, le président Denis Sassou Nguesso a voulu avoir un gouvernement d'ouverture. Voilà. Il n'est pas partisan des gouvernements de peau de chagrin, où on se replie sur soi-même dans le cadre d'un spoil système. Non. Le président Denis Sassou Nguesso a toujours voulu d'un gouvernement d'ouverture depuis pratiquement 2009. En 2009, il avait des ministres de l'opposition, depuis 2007, je crois, avec Mme Mounari, qui a été ministre, pourtant membre d'un parti d'opposition. Et en 2016, il a ouvert à un autre parti d'opposition, le ministre Fila de Saint-Eudes. Voilà. Maintenant qu'il arrive à ouvrir en 2022 à l'UPADES, il n'y a pas de problème. Nous avons des priorités nationales. Nous devons nous mettre ensemble pour faire face à ces urgences nationales. C'est un titre que nous avons au sein du gouvernement, des ministres de l'opposition, comme le ministre Fila du PRL, comme le ministre Saïd de l'UPADES. Maintenant, cela n'empêche pas que lorsque nous arrivons à l'approche des élections, chacun se replie dans son parti politique pour mobiliser davantage. Voilà. Et à ce titre, le ministre Saïd, membre de l'UPADES, est présenté dans la circonscription de Dolisie, je crois dans la première circonscription de Dolisie. Le Parti congolais du travail, qui est un parti de conquête, qui est un parti qui veut s'imposer une stature nationale, estime que nous avions déjà un député à Dolisie que nous avions perdu. À l'époque, c'était Pierre-Michel Ngimbi. Il n'y a pas de raison que le Parti congolais du travail soit présent dans toutes les grandes villes, sauf à Dolisie, présente un candidat à Dolisie. Il s'avère malheureusement qu'il le présente là où il y a
un autre membre du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ce sont les stratégies des partis politiques. Il s'avère que dans le cas du soutien du candidat du Parti congolais du travail, il y a le Premier ministre qui est le chef, le fil de la majorité parlementaire, qui s'est donné comme mission de soutenir tous ces candidats qui étaient parfois en difficulté. Et le Premier ministre s'est rendu à Dolisie pour soutenir son candidat. Il s'avère que le ministre d'État, Pierre Mabiala, membre du bureau politique, qui a un certain ancrage dans Dolisie, il ne pouvait pas rester indifférent. Sinon, au sein du parti, on le traiterait de trahison. Il est allé donc soutenir le candidat du Parti congolais du travail. De la même manière que le ministre Saï a bénéficié du soutien de son parti. Le premier secrétaire ou toutes les forces politiques au sein de l'UPADES ont bien soutenu le ministre Saï. Donc, c'est le jeu politique. Et cela n'affecte pas l'action du gouvernement? Pas du tout. À preuve, vous nous avez vu. La politique est passée, l'administration a repris ses droits. Nous avons été ensemble à la cérémonie que nous avons organisée pour la connexion de l'électricité à Madingo-Kai. C'est le projet porté par le ministre de l'Énergie. Mais vous avez vu le ministre d'État Pierre Mabiala présent à cette cérémonie. Ils ont été ensemble dans le même avion. Ils sont arrivés. Nous avons organisé la cérémonie. Nous vous montrons effectivement que la politique, ce n'est pas l'inimitié. Il y a des moments où on doit s'affronter politiquement. Il y a des moments où on doit s'unir pour les causes communes. On vous a vu aussi à Mouyondi pour soutenir une autre candidate du Parti congolais du travail, membre du gouvernement. Et vous êtes arrivé à Mouyondi, mais après, peut-être il y avait un peu ce manque de confiance. On vous a vu dire une prière pour la paix, lancer même un cantique religieux pour la paix. Mais est-ce que vous avez été surpris par ce qui est arrivé dimanche, le jour du vote? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On sait ce que c'est que le vote. On peut gagner comme on peut perdre. Mais dans le cas d'espèce, nous n'avons pas perdu. Nous allons au deuxième tour. Donc nous ne pourrons que être heureux. Je parle des tensions qu'il y a eu le jour du vote. Mais c'est le climat des scrutins dans notre pays. Ce n'est pas nouveau. Ce qui m'a seulement gêné, ce n'est pas forcément les réactions que peuvent avoir les militants surexcités, qui ont peur de perdre, qui ont peur effectivement du parti adverse et qui se soupçonnent et prennent d'assaut les bureaux de vote pour se surveiller. Mais ce qui m'a inquiété, c'est qu'on est transformé en lieu de culte qui est censé être mis à l'abri de toute agression sociale, politique. On l'est transformé en terrain de contestation, d'agitation. Là, c'est grave. Ça traduit le niveau de la violence. Mais je ne doute pas que c'était la stratégie recherchée par ceux qui ont commandité ces actes ou ceux qui se sont présentés. Comme on a toujours pensé que le Parti congolais du travail gagne toujours, comment faire pour ne pas permettre au Parti congolais du travail de gagner loyalement? Il faut donc dresser quelques citoyens pour que le scrutin soit entaché d'irrégularité, de sorte que si on proclame la victoire du Parti congolais du travail, bon, mais voilà. Mais nous pensons que c'est derrière nous, ça va vite être corrigé et les gens vont se ressaisir. Les jeunes qui se sont ainsi comportés vont comprendre que non, ce n'est pas ça la démocratie et surtout qu'ils n'ont pas besoin d'aller agresser les lieux de culte et ils peuvent finalement faire le choix de leur candidat le plus naturellement possible sans qu'on soit obligé de revenir sur ces comportements que nous avons longtemps décriés. Monsieur le Premier ministre, c'est vrai que le Parti congolais du travail a remporté plus de 100 sièges. Des observateurs de cette élection, que ce soit nationaux ou étrangers, ont tous été d'accord pour dire qu'il y a eu peu d'affluence dans les bureaux de vote, que ce soit à Brazzaville ou à l'intérieur du pays. Est-ce que cela ne vous interpelle pas? Ah si, ça nous interpelle en tant qu'élément d'expression de la défaillance citoyenne. On montre là qu'il y a une crise de la citoyenneté, un questionnement des citoyens face à la démocratie, ou peut-être parce que les citoyens ne croient plus aux élections comme moyen de sélection des dirigeants. Voilà. Mais ce n'est pas propre au Congo. C'est un peu partout et c'est la réflexion qui doit être menée partout dans le monde. La démocratie est-elle le pire des régimes à l'exception de tous les autres? Est-ce que c'est toujours le meilleur régime?
C'est la question que se posent les peuples à travers le monde au regard de ce que nous constatons, le taux d'abstention. La deuxième question ou la seconde que les peuples se posent, même dans la démocratie, les élections, fussent-elles libres, demeurent-elles le seul mode de sélection des dirigeants ou peut-on envisager un autre mode de sélection des dirigeants? C'est pour cette raison que vous voyez qu'en France, par exemple, aux dernières élections législatives, c'est un taux de participation de 44%. Voilà. Au Portugal, il n'y a pas longtemps, l'élection du président n'a mobilisé que 37% des électeurs. Vous voyez, ce sont ces questions qui méritent d'être posées. Et c'est en cela, effectivement, que nous aussi sommes interpellés par le taux d'abstention qui a quand même été près de 41%, parce que nous avons un taux de participation aux dernières législatives de 59%. Monsieur le Premier ministre, pour terminer sur cette question politique, votre parti s'est arrogé pratiquement la majorité. Il reste quelques sièges à pourvoir au second tour. Est-ce qu'on peut s'attendre à une incidence sur le gouvernement, un remaniement, renforcer le gouvernement, un gouvernement PCT? Cela dépendra du président Denis Sassou Nguesso. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement. Mais je pense qu'il y a une conséquence logique. Le gouvernement, il est toujours le gouvernement PCT, quoique ouvert à d'autres forces. Mais c'est un gouvernement issu de la majorité. On va certainement constater une reconfiguration de l'Assemblée, quoique majoritaire au Parti congolais du travail, mais avec de nouveaux acteurs. Ça va nécessiter quand même, pour le président de la République, de repenser son équipe gouvernementale. Vous avez fait campagne chez vous à Louanzili, mais aussi vous êtes allé soutenir les candidats ailleurs. Vous avez écouté des choses en économie, les gens ils vous ont parlé certainement des choses. Vous avez présenté un projet de loi collectif budgétaire qui est parti à l'Assemblée nationale. Vous avez pu épargner quelques 700 milliards, enfin ça va, les ventes du pétrole vont rapporter jusqu'à plus de 700 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut savoir prioritairement où ira cet argent? Vous aurez davantage d'informations dans la loi de finances rectificative. Nous savons simplement qu'une bonne partie de cette ressource financera le plan de résilience que nous avons adopté en Conseil des ministres pour faire face à la crise alimentaire qui frappe l'humanité entière et le Congo en particulier. Et donc, nous avons affecté notre partie de ces ressources dans la gestion de la dette sociale, la dette commerciale. Voilà, donc la loi de finances rectificative, une fois validée par le Parlement, vous donnera davantage de détails sur la question. J'aimerais bien savoir, Monsieur le Premier ministre, puisqu'on parle aujourd'hui, on parle déjà économie, quels sont les domaines d'investissement aujourd'hui prioritaires pour le gouvernement? C'est ceux qui sont définis dans le plan national du développement. Nous avons le développement de l'agriculture, nous avons l'industrialisation, nous avons les zones économiques spéciales, nous avons l'industrie touristique, nous avons le numérique et nous avons la promotion immobilière. Donc, vous voyez, ce sont ces axes qui sont des axes porteurs de croissance et sur lesquels le gouvernement s'est engagé à porter d'importants investissements en espérant effectivement que ces investissements vont dégager des richesses qui nous permettront de financer les politiques sociales pour un développement inclusif et durable. Puisque vous parlez du programme national de développement, le PND 2022-2026 justement, j'aimerais savoir quelle est la place attribuée au secteur de l'éducation dans ce plan national de développement. Le secteur de l'éducation est le principal bénéficiaire de la plus-value qui sera générée par l'investissement que nous réalisons au niveau de ces différents axes que je venais de citer. Justement, Monsieur le Premier ministre, en dehors du plan de résilience qui vous a un peu surpris parce que la crise est arrivée un peu comme pendant que vous étiez déjà dans l'action, mais vous avez plutôt, depuis les campagnes de 2021 jusqu'à ce que votre gouvernement a présenté son plan d'action, vous avez misé sur l'agriculture, vous avez un peu d'argent. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va vraiment décoller dans le secteur agricole? Est-ce que les jeunes qui attendent d'être financés, est-ce qu'on pourra voir quelque chose d'ici la fin de l'année? On va développer une politique d'import-substitution qui va nous permettre d'inciter à une production plus abondante dans notre propre pays, notamment avec une production des espèces animales. Nous avons abondé un fonds d'appui aux producteurs locaux par des taux bonifiés d'une ressource qui sera placée dans différentes banques
de chez nous, la Banque postale et peut-être la Banque congolaise de l'habitat. Un fonds qui permettra de soutenir à un taux bonifié, comme je l'ai dit, les producteurs qui sont déjà sur le marché de l'action, sur le terrain de l'action, et qui voudront profiter des crédits bancaires pour développer ou améliorer la qualité de leur production et de leurs services. Donc il y a cela, sans compter le soutien que nous apportons aux importateurs pour garantir la stabilité du prix de la farine dans notre pays, parce que vous savez qu'à travers le monde, du fait de la rareté de ces produits, la farine augmente et elle se fait même rare. Et pour permettre à nos importateurs de continuer à faire venir la farine qu'ils achètent désormais à des prix exorbitants, le Congo a mis en place un fonds pour garantir la stabilité des prix de ces produits de première nécessité. On a vu aussi que le pétrole, la remontée des cours du pétrole sur le marché international nous a permis de gagner beaucoup d'argent. Le paradoxe, c'est qu'après, le pétrole à la pompe est toujours en pénurie. C'est tout à fait un autre problème. La pénurie du pétrole à la pompe est liée à d'autres facteurs. Voilà, la faible production de chez nous par notre raffinerie et le fait que nous sommes obligés d'acheter toujours le pétrole sur le marché international. Et il y a des pesanteurs qui font que de temps en temps, surtout lorsque notre raffinerie est à l'arrêt, nous ne puissions pas avoir du gazoil en quantité suffisante pour couvrir nos besoins. C'est des situations comme ça qui nous arrivent à des périodes bien précises. Les efforts sont en train d'être entrepris pour qu'on arrive à trouver une solution définitive à cela. Est-ce qu'il traverse parfois l'esprit du Premier ministre que vous êtes la cessation de financer le carburant à la pompe, de subventionner les prix de carburant à la pompe? Nous ne pouvons pas déjà nous engager. Vous savez que le Congo est l'un des rares pays qui a gardé pratiquement le même prix du carburant à la pompe depuis plusieurs décennies, depuis plus de 20-30 ans. J'ai même envie de penser que depuis 1994, il n'y a pas eu d'augmentation substantielle, malgré la dévaluation, malgré l'inflation, malgré tout ce qu'il y a comme pesanteur. Mais il n'y a pas que le carburant. L'électricité et l'eau aussi sont pratiquement subventionnés par l'État. Ce qui fait que nous payons l'eau et l'électricité à un coût relativement modeste qui ne permet pas à ces compagnies de nous garantir une électricité pérenne et de l'eau disponible toutes les fois que nous en avons besoin. Mais nous travaillons pour que lorsque nous aurons amélioré la qualité du service d'eau, d'électricité et lorsque nous aurons créé des conditions optimales qui pourraient nous aider finalement à envisager avec notre peuple l'ajustement des prix tant du carburant que de ces services. Mais pour le moment, la question est encore à l'étude. Nous n'avons pas besoin de nous engager précipitamment vers de telles réformes. Monsieur le Premier ministre, lors du dernier Conseil de ministres, la question, disons l'âge du départ à la retraite a été revue. Il va désormais entre 65 et 70 ans. Quel est l'intérêt aujourd'hui justement de revoir à la hausse l'âge du départ à la retraite tout en sachant que le taux de chômage des jeunes est assez élevé dans notre pays? Alors, si le taux de chômage des jeunes est élevé, ça veut dire que les jeunes rentrent tard dans la fonction publique. Ils restent à la maison parce que depuis plus de 10-15 ans, à cause de toutes les mesures qui nous sont imposées dans le cadre des programmes d'ajustement structurel ou de nos relations avec nos partenaires multilatéraux qui interdisaient les recrutements à la fonction publique, nous avons eu des jeunes qui ont fini leur formation depuis plus de 10 ans et qui sont restés à la maison. Ça veut dire que ce jeune qui a fini à 30 ans, il a 40 ans, 42 ans, il attend son intégration à la fonction publique. Pas parce qu'il ne veut pas aller ailleurs, mais parce qu'il avait prêté serment pour travailler à la fonction publique. C'est à ce titre qu'il a passé son concours pour aller dans une école de formation des instituteurs de santé, ainsi de suite. Mais quand il reste à la maison, jusqu'à 42 ans, et qu'après on lui dise « vous avez l'âge dépassé, vous ne pouvez pas rentrer à la fonction publique », est-ce que vous êtes conscient du préjudice qu'on aura causé à un tel jeune? On dit bon. Mais non, si par bonheur, on le recrute à 42 ans, à 55 ans, 57 ans, pour ceux de la catégorie 3, on lui dit non, vous devez aller à la retraite. Est-ce que c'est juste? Il n'aura même pas cotisé la ressource qu'il faut pour bénéficier d'une retraite, d'une pension digne.
peut-être même pas, qui risquent même de ne pas avoir de pension. On dit, puisque l'espérance de vie s'améliore, puisque jusqu'à 60 ans, le citoyen congolais paraît encore assez fort, ce n'est pas contre les jeunes que c'est fait, c'est aussi dans leur intérêt. Et puis, on ne reste pas jeune tout le temps. Vous pouvez avoir été recruté à 30 ans et vous arrivez à 60 ans, vous avez toujours encore envie de travailler. On vous donne la possibilité de travailler jusqu'à 65 ans. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous prenez votre retraite par anticipation. L'État crée le cadre pour résoudre les problèmes d'ensemble. Le citoyen qui trouve qu'il ne va pas travailler jusqu'à 65 ans, il arrive à 60 ans, il a calculé son taux de cotisation. Il dit, moi, à 60 ans, je peux bénéficier de ma retraite. Bon, mais il arrêtera le travail. Il ne va pas, à cause de lui, demander à l'État de ne pas penser à ceux qui en sont dans le besoin, ceux qui sont dans une situation beaucoup plus difficile, qui ne sont arrivés à la fonction publique à l'âge de 45 ans, par exemple. Concomitamment, on a fait augmenter aussi l'âge pour intégrer la fonction publique. Au lieu de s'arrêter à 30-35 ans, on était jusqu'à 40-45 ans. Voilà. Maintenant, pour l'État aussi, c'est un gain. Vous voyez la difficulté qu'on a à former un cadre. Il est d'abord collaborateur dans notre administration. Il a peut-être 5 ans pour passer chef de bureau. Il doit travailler 5 ans pour passer chef de service. Il a 5 ans pour passer directeur central. On a besoin qu'il passe aussi 5 ans pour être directeur général. Et à ce moment-là, sa carrière est arrêtée. Comment formerons-nous des directeurs généraux nantis d'une certaine expérience? Des gens qui connaissent l'administration. Donc, il y a tout ça. Et où nous arrivons, quelqu'un à 60 ans, à 58 ans, vous avez du mal à le nommer comme directeur général parce qu'il a 1 ou 2 ans de la retraite. Mais on a quand même besoin de faire de ce cadre-là, qui a une certaine expérience. Il a 55, 58 ans, il est directeur général jusqu'à sa retraite. Et quelle production, quelle productivité pour un directeur général à 60 ans ou à 65 ans déjà? Mais le directeur général, il commande à des troupes. Si le directeur général n'a pas les 58, capacités 60 ans, managériales déjà, lui-même fatigué, avec toujours absent au bureau parce qu'un peu malade aussi? J'aurai bientôt 60 ans, mais voyez-vous un homme fatigué? Si vous me dites que je suis fatigué à mon âge, à quelques années de mes 60 ans, je pourrais donc comprendre que vous avez raison. Mais si vous me voyez encore fort, capable de commander aux troupes... Vous êtes Premier ministre, voilà, mais si, avec tous les moyens qui y vont. Donc il faut donner les moyens qui y vont au directeur général pour qu'il soit capable de commander à des troupes. Comme ça, il commandera à des jeunes directeurs centraux qui n'ont pas 60 ans, qui ont 50 ans certainement, des chefs de service qui n'ont pas 50 ans, qui ont 40 ans, donc des jeunes, et des collaborateurs qui ont 30, 20 ans. Voilà. Donc nous aurons une administration pyramidale avec des jeunes engagés, des jeunes forts qui font l'administration à la base et qui font remonter l'action de leur administration au sommet avec un directeur général qui a une certaine expérience capable de commander à cela. Parce que ce à quoi nous assistons, c'est quoi? C'est qu'on est parfois obligé de trouver des directeurs généraux jeunes qui n'ont aucune expérience dans l'administration et qui arrivent comme ça, parachutés au sommet de la pyramide et qui peuvent manquer d'autorité vis-à-vis de leurs collaborateurs. On les prend simplement en fonction de leur diplôme, parce qu'il est docteur, parce qu'il est professeur agrégé. On en fait un directeur général, mais il n'a pas le parcours du cadre administratif qui peut lui permettre de partir de la base pour atteindre le sommet. J'aimerais savoir, on parle de l'administration publique, le gouvernement a institué le télétravail dans les prochains jours dans la fonction publique. Comment cela se fera-t-il exactement? Comme ça s'est fait lorsque nous avons eu l'épreuve difficile de Covid. Voilà. On peut estimer qu'effectivement, une personne peut être chez elle et préparer ses notes et envoyer les informations à la direction. Voilà, en période de crise, on a bien dû trouver des mécanismes, comme partout dans le monde, pour essayer de ne pas paralyser totalement l'administration. L'assurance maladie, qu'en est-il aujourd'hui de la mise en place de cette assurance maladie, tout en sachant que certaines structures ont déjà commencé à prélever auprès de leurs employés l'argent qui est destiné à l'assurance maladie. Les employés se posent des questions, mais oui, l'argent nous est prélevé. Mais à quand la mise en application? Nous venons de finir l'étude de préfiguration. Et nous sommes en train de travailler pour que ça soit effectif sous peu.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce décryptage exclusif avec le Premier ministre, M. Anatole Koliné Makosso. Avec lui, donc, nous avons parlé des questions électorales, le processus qui est donc en cours dans notre pays, mais aussi de quelques questions économiques et sociales qui taraudent toujours l'opinion nationale. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci beaucoup. Merci à Rosie qui m'a accompagné dans cette interview et à la prochaine occasion. Merci.